cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes, enfin plutôt à toutes et à tous, d'abord les femmes. Vous êtes dans l'émission de Radio Grand Lac 92.1 et dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. Et on se retrouve, comme tous les derniers mercredis du mois, avec Camille. Alors, on n'avait pas eu l'occasion de se voir le mois dernier, mais on est de retour. Donc, je suis ravie depuis 2 mois. Donc là, je reviens. C'est ma bonne année d'ailleurs. En février. Donc, on est heureuse d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va recevoir 3 personnes. Donc, Jean-Marie Menzato, Élodie Aoui et Delphine Moras, qui font partie de la Maison de la Parentalité à Aix-les-Bains. Et ils vont nous parler de ce beau projet. Et je laisse Camille donc introduire la thématique de l'émission. Merci. Alors en effet, on va se plonger pendant 1 heure dans la Maison de la Parentalité, un lieu qui a ouvert à Aix-les-Bains fin janvier. Un lieu qui accompagne les parents dans leur rôle éducatif, parce qu'on va se l'avouer, on ne naît pas parent, on le devient, du moins on essaye, on apprend à le devenir. Et c'est vrai que ce lieu a ouvert donc fin janvier, et on va se poser cette question, du moins plusieurs questions. Comment est née cette maison à Aix-les-Bains ? Quel est notamment le fonctionnement de cette maison et quels sont ses objectifs ? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui sur Radio Grand Lac 92.1 avec effectivement nos 3 invités. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Je vais vous laisser... Et bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter rapidement dans cette première partie pour savoir à peu près qui compose cette équipe de la MDPF. Allez, je prends la parole. Bonjour d'abord à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Grand Lac. Donc oui, je suis Jean-Marie Menzato, j'ai 60 ans, je suis le président de la MDPF, qui est la Maison de la Parentalité de la Famille d'Aix-les-Bains, association portant un projet municipal. Voilà, je pense qu'on développera par la suite bien sûr tout le projet. Merci. Élodie ? Bonjour à tous, donc moi je suis Élodie Aoui, je suis ostéopathe à Aix-les-Bains depuis 2003. J'ai eu la chance d'être sélectionnée, auditionnée et choisie pour ce beau projet de la MDPF lancé par la mairie d'Aix-les-Bains. Merci beaucoup Élodie. Et bonjour, alors moi c'est Delphine Moras, je fais partie aussi de l'équipe de la Maison de la Parentalité des Familles. Et je les ai rejoints en tant que thérapeute de la famille et du couple et sexothérapeute. Merci. Alors, on va revenir un peu sur vos parcours parce que c'est vrai que précédemment, on animait, du moins sur Place au possible, l'émission Raconte-nous un peu ton métier. Et là, donc du coup, vous êtes présenté avec vos 2 métiers et on souhaiterait en savoir un peu plus. Alors, quel a été votre parcours ? Quel est votre métier ? Le parcours. Alors c'est un parcours de 30 ans, j'ai envie de dire, aussi entre la vie professionnelle et la vie, en tout cas une recherche de compléments de parcours d'enseignement, tant dans la psychologie que de l'anthropologie, mais également en approche systémique. Enfin, toujours est-il que dans tous les postes que j'ai pu réaliser, c'est le terrain qui m'a mené à aller chercher du côté de l'université ou du côté d'autres formations professionnelles pour répondre à ce que j'observais. Donc aujourd'hui, je suis effectivement thérapeute, mais je suis passée par responsable MJC aussi, où je travaillais sur des projets culturels auprès des familles. J'ai également fait tout un parcours en anthropologie de la santé et de la famille, donc avec des recherches notamment tournées sur le corps, sur l'intimité, sur le vieillissement. Et tout ça m'a amené finalement à aujourd'hui à m'intéresser plus particulièrement à la famille, au couple et la vie intime, donc sexuelle et affective. Et donc vous avez un cabinet plutôt sur l'Isère, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, j'ai un cabinet depuis quelques années sur l'Isère et je viens ici pour rejoindre un projet, mais on en parlera parce que c'est une autre manière aussi de travailler, de fonctionner. Merci. Delphine.
Oui, alors moi, j'ai un parcours un petit peu plus court au niveau des études, puisque j'ai eu la chance d'avoir mon bac à 17 ans, et de très vite savoir que je voulais être dans le soin de la personne. Je voulais être au contact des gens. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver la formation d'ostéopathie grâce à mon grand frère. Donc j'ai fait 6 ans d'études à Lyon. Et puis après 1 an de remplacement un peu partout dans la région Rhône-Alpes, j'ai décidé de m'installer à Aix-les-Bains. Et je suis très contente de ce choix. Et j'ai donc installé mon cabinet en 2003, tout en gardant des remplaçants pour compléter ma formation et mon expérience surtout. Et puis, depuis 2 ans, on commence à lancer ce projet de la MDPF. Donc, on continue les formations et puis toujours, moi, mon cabinet libéral à Aix. Merci. Super. Alors, Vas-y. Je t'en prie, vas-y, Julie. Non, vous êtes présentés tous les 3 et merci donc pour vos parcours. Est-ce que justement on peut parler de ce qui vous anime en fait par rapport à ce projet, par rapport à justement à vos métiers respectifs? Pourquoi aujourd'hui vous avez voulu rejoindre un collectif? Alors moi, du coup, ça fait 20 ans que je travaille dans mon cabinet libéral. Je partage mes locaux avec d'autres professionnels, mais il n'y avait pas ce côté justement assez collectif. On travaille en réseau, mais travailler avec des professionnels qui sont complémentaires de ma profession, ça me manquait. Ok. Travailler sur les mêmes patients, apporter une approche encore plus globaliste que ce que l'ostéopathie peut apporter. Donc ça me manquait. Donc j'avais envie d'avoir un travail de groupe. D'accord. Alors effectivement, comme ma collègue Élodie, le travail en équipe est vraiment au centre de ce travail au sein de la maison de la parentalité. Et moi, ce qui m'a intéressée aussi dans mon parcours, c'est que de constater des situations de plus en plus complexes et qui relèvent finalement de plusieurs disciplines, plusieurs champs aussi de réflexion, mais également plusieurs champs d'intervention. Et le cabinet libéral permet une forme d'intervention, mais peut paraître aussi un peu limité. Si on s'isole, par exemple, ou ça demande beaucoup de travail aussi en partenariat, alors que là, avec ce projet-là, tout était ensemble et on fait depuis le début, depuis la naissance du projet jusqu'à intervenir auprès des parents. On le fait aussi ensemble, on le pense ensemble et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très important que je trouve là aujourd'hui, après quelques années effectivement d'autres manières d'intervenir. C'est cette manière-là qui m'intéresse. Super, merci. Et Jean-Marie ? Alors moi, comment je suis venu à ce projet ? Tout simplement, j'étais jusqu'à quelques semaines élu sur l'équipe municipale majoritaire avec délégation de l'enfance, petite enfance et jeunesse. Et c'était un engagement de l'équipe municipale majoritaire, le maire et l'équipe, de s'engager sur la parentalité et la famille. Et vu ma délégation, j'étais porteur du projet. Donc, je suis toujours porteur du projet. Maintenant, ça a ouvert et donc j'en suis le président parce que le projet depuis le départ, donc je commence à le connaître, à savoir le pourquoi, du comment, parce que c'est un projet quand même pas simple, assez innovant. La ville d'Aix-les-Bains, de ce fait, est la première collectivité territoriale et on dit toujours, parfois on est premier toujours quelque part, mais là on est vraiment la première collectivité territoriale, première ville qui s'engage de cette manière pour la parentalité et de la famille, pardon. Élodie et Delphine l'évoqueront, mais basé sur le rapport des 1000 premiers jours et de la théorie de l'attachement. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis dans le projet. D'accord. Et l'origine de ce projet donc date d'environ 2-3 ans, hein ? Alors oui, si je peux prendre une petite minute. En fait, la genèse, c'est qu'en 2017-2018, il y avait renouvellement des conventions enfants-jeunesse et des conventions territoriales jeunesse. C'est des conventions qui parlent de jeunesse, d'enfance, sous la houlette de la CAF
et du département. Et lors de ces conventions qui regroupent multiples partenaires, il s'est avéré divers besoins, divers souhaits, et notamment de la parentalité. Il y a eu environ 400-500 questionnaires qui sont remontés. Donc la parentalité était un élément très important de ces enquêtes en fait, donc qui a été prise en compte. Et puis Aix-les-Bains, il y a eu un événement qui était très intéressant il a eu lieu l'année dernière aussi, Festifamille. Oui. Et le maire et l'équipe, et notamment le maire, a été assez sensibilisé et s'est engagé lors de la campagne municipale à développer la parentalité et la famille. Voilà, un peu succinctement relater la genèse, mais c'est assez ça. D'accord, merci. Très bien. Et justement, par rapport à ces demandes ces questionnaires qui ont été regroupés, et c'est quoi en fait les demandes, est-ce que vous avez vous devez avoir une vue d'ensemble sur les demandes des parents, celles qui remontaient le plus, les besoins qui étaient prioritaires et urgents par rapport à ça? Alors, là, c'était 2017-2018, donc moi, j'ai pas le retour de ces questionnaires, mais c'était un besoin de soutien à la parentalité, à la famille, que l'on trouve pas généralement autour de soi très rapidement. Mais là, mes deux collègues vont pouvoir développer les besoins de parentalité que l'on rencontre. Moi, je voudrais juste évoquer et préciser que depuis 2017, en fait, on s'aperçoit que les besoins de 2017-2018 ne sont plus les besoins de 2024. Et c'est pour ça que le projet, et c'est important à le savoir et à le dire, que le projet a évolué parce que justement ces besoins ne sont plus les mêmes qu'il y a 5-6 ans. Et de par les exemples de familles que l'on a reçues déjà, c'est vraiment une confirmation, une validation que la parentalité, les difficultés à être parent ont vraiment évolué depuis 6 ans. Et puis c'est vrai que par-dessus ça est venu aussi Covid avec l'isolement, donc ça a accentué aussi cet isolement des parents, de certains parents, des questionnements, des bouleversements dans des familles. Et c'est vrai qu'un lieu ressource, je pense, était nécessaire, et d'où la demande de certains parents suite à ces questionnaires. C'est ce qui leur sortait, et je pense ce qui en ressort aussi, c'est cet isolement de plus en plus fréquent. Oui, c'est vraiment ce qui avait été demandé, c'est un lieu d'accompagnement. C'est un soutien en fait. Les personnes recherchent une véritable écoute. Ils ont besoin d'être entendus. Il y a différentes demandes, ça c'est sûr, et ça va de la famille qui est complètement perdue à la famille qui veut être trop parfaite. Et voilà, on a aussi ce modèle familial avec cette perfection en permanence. C'est bien d'entendre ça aussi. On l'entend rarement. On entend souvent les difficultés, mais pas forcément la perfection, la famille trop parfaite. Et je pense que ça intervient aussi. Enfin, c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui où on veut toujours être dans le mieux. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui ressort. Nous avons commencé du coup depuis un mois, et c'est quelque chose qui ressort régulièrement. C'est faire encore mieux, avoir des enfants qui vont parfaitement bien, que tout aille bien, que nous devons vraiment être dans un modèle. L'environnement fait pas mal aussi. Hein. Oui, cet environnement c'est une pression. Bien sûr. Ça vient aussi de la pression sociale. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé, c'est vraiment de l'accompagnement. Delphine ? Oui, peut-être aussi pour ajouter sur ces questions de changement. Là, le changement, effectivement, on le voit dans la composition des familles, dans aussi le regard porté sur l'enfant, dans le regard aussi social porté sur les parents, et aussi plus généralement porté sur qu'est-ce qu'on devient quand on grandit, qu'est-ce qu'on va aller chercher aussi comme valeur. En tout cas, on voit notre société vraiment en mouvement en permanence. Et puis, ces quelques dernières années, cette évolution je pense aussi, est venue nous percuter sur des représentations peut-être qui étaient
installés, notamment avec la question du Covid. Peut-être qu'on parlera de cette période là qui, aujourd'hui, on voit aussi toute l'ampleur de l'impact dans les familles, dans les rôles, dans aussi la manière de se mettre en société, de faire société, mais aussi de faire famille. Donc toutes ces questions-là, on les retrouve, et je trouve que le projet de la Maison de la Parentalité est un projet très pertinent, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce qu'on va rassembler des professionnels autour de situations et de défis, de nouveaux défis aussi sociaux qui tournent autour de la parenté, mais pas que. Une parentalité qui va faire peut-être aussi boule de neige sur d'autres systèmes. Bien sûr. Et du coup, je reviens un petit peu sur la création de du moins de ce projet, suite du coup à cet audit, ces questionnaires. Comment ça s'est déroulé par la suite ? C'est-à-dire que vous avez fait un appel à projet, il y a eu une concertation avec les professionnels de l'enfance sur la ville. Comment ça s'est déroulé ? Comment ça s'est mis petit à petit en place ? Comment vous avez discuté petit à petit du projet ? Parce que c'est un projet qui est assez lourd. Donc c'est vrai qu'au début, il faut en discuter, il faut essayer de mettre les choses à plat. Oui, tout à fait. En fait, on a évoqué le Covid, c'est-à-dire que c'était même fin 2018-2019. Donc toute la remontée, les remontées d'informations, la centralisation, l'audit de tout ça a démontré qu'il fallait un besoin de parentalité, qu'il y avait un besoin de parentalité. Il y avait il y avait un conseil municipal d'enfants, il y avait deux autres projets. Et après, le Covid est arrivé. Donc, les premières réunions avec les partenaires ont été réalisées. Ça s'est arrêté. Et puis, on a repris ça. Moi, j'ai repris ça personnellement en mai-juin 2020, en fait, après le Covid, sachant que les élections municipales avaient eu lieu le 15 mars. Le 17 mars, je me rappelle bien, à 13h, tout a été fermé. Et on a repris ça en 2020. Avec des nouvelles équipes ? Avec des nouvelles équipes, avec l'équipe porteur de projet, c'est-à-dire moi-même en tant qu'élu, avec une employée, une employée de la ville d'Aix qui était au pôle petite enfance, qui est notre directrice maintenant de la MDPF, qui est mise à disposition de la ville pour la maison de la parentalité. Donc il y avait tout le montage du projet, c'est-à-dire le côté juridique, administratif, financier, parce qu'il y avait un vrai côté juridique à préciser, aller chercher un peu des partenaires, et puis la rencontre aussi à un moment donné avec le docteur Anne Reynaud, qui est de la Fédération des praticiens de la parentalité, qui est spécialisée dans la théorie de l'attachement et toujours basée sur le rapport des 1000 premiers jours. Donc en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'au 22, c'était toute l'élaboration et la création du projet. Mais pour répondre peut-être plus précisément à votre question, les questionnaires ont été analysés. Il y avait, on ressort un besoin de parentalité pour toutes les raisons qui ont été évoquées par Élodie et Delphine, maintenant même accentuées. Très bien. Ça m'intéresse, moi, cette théorie des 1000 premiers jours, mais on va peut-être en discuter après pour nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, parce que j'en ai jamais entendu parler. Alors effectivement, on va se faire une petite pause musicale. On se retrouve après pour parler plus précisément du fonctionnement de la maison et notamment de la composition de cette équipe. À tout à l'heure. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Non, cette petite chanson, c'était juste, elle évoque plein de choses, mais notamment, je fais un clin d'œil à quelqu'un qui est très très proche de moi et qui écoute l'émission en ce moment. Très bien, Jean-Marie. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Marie Menzato, Élodie Aoui et Delphine Moras, qui font partie de la Maison de la Parentalité d'Aix-les-Bains. Alors dans cette deuxième partie, on va surtout s'intéresser au fonctionnement de cette maison. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, en quoi consiste exactement la Maison de la Parentalité ? Alors, comme on l'a vu auprès de l'étude qui avait été faite en 2017-2018, vraiment la principale demande, c'est l'accompagnement et le soutien.
Donc nous, on est parti sur cette question-là, et notre principal but, c'est la prévention dans la parentalité. On ne sera pas là pour faire du suivi, on n'est pas là, nous ne sommes pas tous thérapeutes en psychologie. Donc nous allons créer un réseau pour amener le plus de prévention en parentalité. Je te laisse, Delphine. Donc effectivement, le projet tourne autour de cette prévention primaire sur la question de la parentalité, du grandissement de l'enfant. Et c'est autour de ce projet-là que nous nous sommes réunis, plusieurs professionnels. Et également, Jean-Marie vous a déjà parlé de ce lien que nous avons avec l'institution de Bordeaux et du docteur Reynaud, qui amène une base théorique fondamentale. Pour nous, c'est la théorie de l'attachement. Alors, on va pas vraiment développer aujourd'hui cela, mais nous sommes formés à cette théorie-là, et on a toujours ça en tête quand on intervient, quel que soit le professionnel qui vous reçoit. On a cette théorie de l'attachement derrière dans notre tête pour pouvoir vous orienter, en tout cas discuter sur la question de nos missions. Donc la coparentalité, par exemple, le soutien parental, mais également tout ce qui va tourner autour de l'enfant avant la naissance et après la naissance. Merci. Et on va essayer dans un temps futur d'arriver à accompagner au maximum jusqu'à l'adolescence aussi, d'être un soutien aussi pour les parents d'adolescents, puisque on a commencé il y a un mois et on commence déjà à avoir beaucoup de demandes aussi dans ce sens-là. Donc, on va essayer d'être au maximum présent de la naissance, du projet naissance, jusqu'à l'adolescence. Merci. Concrètement, comment fonctionne, c'est-à-dire comment est composée surtout la maison de la parentalité ? Puisque il me semble que vous êtes une équipe pluridisciplinaire. Alors tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait donc, il me semble, la directrice Céline Mathieu, c'est ça ? Qui est la directrice, mais vous êtes donc toute une équipe autour de ce projet et qui est composée de différentes professions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors là, on est vraiment dans une équipe pluridisciplinaire. On a un éventail d'accompagnement qui va encore s'étoffer, puisqu'il y a encore des professionnels qui devraient arriver. Mais pour l'instant, l'équipe se compose de 3 psychologues, dont Delphine avec une spécialité en thérapie familiale. Nous avons aussi 2 pédiatres, une médecin généraliste, une sage-femme, une psychomotricienne et moi en tant qu'ostéopathe. Donc ça nous permet vraiment d'être présent auprès des parents dans vraiment tous les différents moments de vie de l'enfant. On peut du coup identifier au maximum les besoins, que ce soit des parents et des enfants. Donc ça va nous permettre de favoriser le soutien, puisque la réponse devrait être la plus complète possible lors des interrogations des familles. D'accord. Donc, si je comprends bien, le parent arrive avec un questionnement. Après, on verra vraiment le fonctionnement plus en détail de la maison de la parentalité. Mais là, on a une problématique et automatiquement, on peut donc le renvoyer auprès d'un professionnel, que ça soit donc un pédiatre, comme on parlait tout à l'heure, donc même un psychomotre ou même ostéopathe. Donc, automatiquement, il y a une prise en charge derrière. Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, tous les parents doivent prendre des rendez-vous en passant par la directrice, pour l'instant, Céline, qui réoriente les familles. Et au moment de ce premier contact, elle fait déjà un pré-bilan du besoin des parents. Après, ça lui permet d'orienter les familles soit dans un accueil d'écoute, des permanences d'écoute, des permanences où là 2 thérapeutes sont présents.
c'est des petites séances, ce n'est pas un bilan proprement dit, ce n'est pas un début de suivi, c'est vraiment une écoute, c'est un moment d'écoute. Après, si au moment du premier contact, Céline se rend compte qu'il y a un besoin déjà très précis, qui est déjà très identifié pour un thérapeute particulier, là, à ce moment-là, il y a possibilité de rencontrer un thérapeute qui permettra de faire un premier contact et de voir si l'orientation est bonne. D'accord. Donc, dans un premier temps, on a vraiment un rendez-vous avec une séance d'écoute où derrière, après, on est redirigé par la suite, mais c'est un lieu d'écoute. Oui, Jean-Marie. oui, c'est ça. Le premier point, c'est qu'on est ouvert uniquement téléphoniquement, 3 jours par semaine, il me semble, lundi, mardi et jeudi, de 9h30 à 11h30. Et c'est ce premier appel téléphonique qu'évoque Élodie. Oui. Et on peut aussi prendre un premier contact par mail. On peut nous laisser... Certains parents ont des questions et donc peuvent laisser sur le site un mail où, à ce moment-là, nous, on peut les recontacter. Et ça permet aussi aux parents de pas forcément donner trop de détails. C'est vraiment une approche qui peut être anonyme aussi, et qui peut être très globale. C'est vrai que c'est relativement simple parce que moi-même, je suis allée sur le site. Je suis allée donc sur le site mdpf-exlebains.fr et effectivement, on a soit le numéro de téléphone où on peut prendre rendez-vous, soit un questionnaire à remplir et effectivement, après, donc, ce questionnaire est envoyé et on peut soit le faire de manière anonyme, soit avec donc notre nom, avec une demande précise. Donc, c'est vrai que c'est relativement simple puisqu'on va directement sur le site et c'est vrai que derrière, après, on peut avoir des créneaux, une prise de rendez-vous, c'est relativement simple. Et on s'aperçoit, avec le petit retour d'expérience, qu'on a pas mal de contacts sur le site parce que ça laisse un peu de distance. La personne est plus à l'aise qu'en contact direct au téléphone avec une personne. Mais je pense que effectivement, c'est vrai que déjà d'avoir un lieu d'écoute, c'est déjà de faire une démarche. Déjà de venir au sein de la maison, c'est une démarche. Et donc c'est vrai que si on peut la faire aussi par téléphone et par mail dans un premier temps et être rassuré, c'est vrai que c'est une belle démarche, en tout cas. Alors, dans un second temps, on voulait surtout revenir aussi sur les services du coup que vous pouvez proposer, parce qu'on a vu sur les plaquettes, mais également sur le site, où vous avez quand même pas mal de services que vous pouvez proposer au sein de la maison de la parentalité. Alors, je sais que ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, ça se met en place, effectivement, Bien sûr. tout doucement. Petit à petit. Tout doucement. Alors, vous avez évoqué le site tout à l'heure, comment le solliciter via le site. Mais ce premier contact qu'Élodie évoquait, c'est un premier aussi contact important. Alors soit il se fait, c'est la personne qui nous contacte, soit effectivement le site nous indique une personne qui le fait d'une autre manière que le premier contact téléphonique, mais on rappelle la personne pour réévaluer aussi sa demande, sa situation. Ce premier contact est très très important. Et puis on oriente vers le premier. Élodie a parlé aussi des permanences accueil et d'écoute. C'est libre, c'est vraiment libre, anonyme. C'est 30 minutes qui sont consacrées à la personne pour évaluer sa situation. Alors, elle peut venir seule, à 2, à 3. Il y a 2 professionnels là qui se mettent à disposition de la situation pour réécouter, pour revoir, pour réorienter, pour poser aussi des questions sur le fonctionnement, mais aussi pour accueillir des fois les premières questions. Les premières questions sur leur propre vécu en tant que parents ou leur propre vécu en tant que famille. Et puis d'autres actions, mais je laisse Élodie vous préciser ça. De ces permanences d'accueil, en fait, ça nous permet aussi dans l'orientation soit d'orienter vers une activité, un accompagnement vraiment individualisé, ou après, on va mettre en place des accompagnements collectifs. Donc, ça permettra, il y aura toujours 2 thérapeutes qui vont proposer des thèmes, type allaitement, type enfant TDAH, type, on
on va aussi aider les personnes qui sont, aider. Non, on n'aide pas, on accompagne. Et accompagner les personnes en projet d'enfant, en PMA. On va entraîner un peu une dynamique sur les accompagnements collectifs aussi pour pouvoir permettre d'offrir différentes écoutes aussi au niveau de chaque parent, chaque famille. Pour l'instant, les accompagnements collectifs n'est pas encore mis en place. Il devrait commencer au milieu du printemps normalement. Nous aurons aussi des ateliers thématiques sur des questionnements précis de parents. On aimerait faire aussi des conférences débats pour pouvoir faire aussi participer les parents entre eux et puis avec un professionnel référent qui ne sera pas forcément un professionnel de la MDPF. On voudrait faire venir aussi des intervenants extérieurs. Et puis après, il y aura donc des groupes de parole. À plus long terme, des groupes de formation aussi, puisque le but, c'est aussi que cette théorie de l'attachement se diffuse au maximum et on aimerait justement créer un vrai réseau de professionnels formés à la théorie de l'attachement pour que cette prévention, il n'y a pas que la MDPF, il y a plein d'autres organismes, d'autres associations qui sont là, qui sont présents pour la famille, pour qu'on arrive aussi à parler de la même chose, avec la même voix. Et donc, on aimerait aussi créer cette dynamique de formation aussi bien des professionnels de la santé que des acteurs sociaux, des travailleurs sociaux de la région. Et aujourd'hui, vous êtes combien de praticiens à être donc justement dans cette association ? Alors, en fait, on est 8 praticiens à être vraiment actifs à accueillir les familles, sachant qu'on a quand même Céline Mathieu, notre directrice, qui est aussi psychomotricienne, donc qui a aussi une possibilité de nous recevoir. Et on a aussi un thérapeute, Lionel Bouchot, qui est référent, qui est là plus pour nous chapeauter, qui est là, qui nous a aidés à nous former, qui va être là aussi parce qu'une fois par mois, on se réunit tous les professionnels. On va pouvoir se réunir pour parler de certaines familles dont on a des difficultés. Typiquement, aujourd'hui, on a eu une permanence d'accueil avec Delphine et on a une famille qui est arrivée et toutes les deux, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est rendu compte que nous deux, on n'avait pas la réponse. Donc, on va créer, on se voit mardi. Donc, on va créer un petit moment d'écoute sur cette famille-là pour qu'on trouve la réponse la plus adaptée. Ce sera peut-être pas dans la MDPF, mais qu'on arrive à lui trouver un réseau, quelque chose de soutenant, vraiment qui soit précis. Et donc là, à ce moment-là, dans ce genre de réunion, on a Lionel qui est expert auprès des tribunaux de Grenoble. Ouais. Voilà. Et puis après, on a aussi une équipe administrative à côté. D'accord. Donc vous êtes quand même pas mal. Ça fait pas mal de personnes. Praticiens administratifs. Une équipe de 2. Dans la team administrative. Il y a tous les praticiens qui prennent leur part. C'est sur une base associative. On a notre directrice. On est en train de recruter quelqu'un pour nous soutenir dans l'accueil téléphonique, la gestion des plannings, etc. Et on a effectivement Lionel qui est le référent et qui forme, qui met la cohérence dans cette synergie de l'ensemble des praticiens et qui est spécialisé lui en plus dans la protection de l'enfance. Okay. Qui est un autre axe et c'est un des axes qu'on développe, qui est dans nos statuts d'ailleurs, qu'on développera avec le beau, le culturel de l'enfant, le jeu. Et comme on a choisi de démarrer doucement, stratégiquement, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Pour l'instant, on a de bonnes vibrations, il y a pas mal d'appels, mais on va développer tout ça doucement avec les moyens qu'on a à disposition et qu'on ira rechercher aussi auprès de partenaires.
Oui. Et est-ce qu'on peut expliquer, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est, justement cette théorie de l'attachement, alors en quelques mots, pas quelque chose de compliqué, mais justement pour que nos auditeurs comprennent un petit peu mieux, en fait, sur quoi vous vous basez, sur ce socle justement de la théorie de l'attachement, pour que les parents comprennent un peu mieux. Oui. Alors quelques mots sur cette théorie. C'est vaste. On en parle. Mais c'est vrai que la théorie de l'attachement, c'est le principe de comment on se relie les uns aux autres. Okay. Et ça part de dès la naissance, ce premier lien avec la figure première d'attachement, généralement la mère, qui va déterminer en tout cas toute une trame pour nos relations toute la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déterminisme particulier, mais en tout cas, ça donne le ton, ça donne un petit peu l'orientation, et à tout moment, effectivement, dans nos relations, on va venir confirmer ou infirmer tout le long de notre vie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les premières années de la vie, il y a des choses qui se passent dans les figures d'attachement qui vont être vraiment la socle de comment finalement la personne, l'individu futur va pouvoir rentrer en relation. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on cherche. Alors c'est John Bowlby qui en est le père, avec ses canards d'ailleurs, mais et qui nous a amené cela, et on peut aller vers des types d'attachement, on va dire sécure, insécure, et voir comment, et dans ces modes relationnels, les enfants, mais aussi la question des parents et la question de l'aide et de la réponse donc au grandissement de l'enfant, et se tricotent. Très intéressant. Merci. C'est parfait. C'est parfait, cette explication. Alors, je reviens un petit peu sur le lieu d'accueil. C'est vrai qu'il faut libérer cette parole. Il faut faire, faut se faire connaître pour que les personnes puissent venir vous voir. Les locaux se trouvent où exactement? Donc, c'est 6 rue des Prairiens, dans l'immeuble des Zéniths. Voilà. Parce que j'ai vu sur le site des super beaux locaux. Oui, tout à fait. On est gâtés. Ah, ouais. Alors, ça a été. Alors, je fais une petite parenthèse. La première action, c'était il y a quelques années, maintenant, 2-3 ans, en 2020, de trouver un lieu, ce qui n'était pas un lieu accessible, pas isolé, où on puisse se garer. Et la ville a trouvé ce plateau qui est effectivement 6 rue des Prairiens au 4e étage. C'est dans le même bâtiment que le CCAS, que le pôle petite enfance, avec la crèche en dessous et des parkings en face. Donc c'est très accessible. Voilà, c'est 6 rue des Prairiens à Aix-les-Bains. Merci beaucoup Jean-Marie. On se retrouve encore après une petite courte pause musicale pour discuter un peu plus sur les défis prochains et puis sur la communication concernant ce beau projet de la mairie qui est la MDPF. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde de la jeunesse et celui des adultes pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et on est toujours en compagnie de Jean-Marie, d'Élodie et de Delphine de la Maison de la Parentalité pour cette dernière partie. Effectivement, jusqu'à maintenant, on a un peu parlé du fonctionnement, des objectifs de la Maison de la Parentalité. Et aujourd'hui, sur cette 3e partie, je voulais surtout revenir sur la démarche, sur votre process d'écoute. C'est-à-dire qu'une famille arrive, quel est le process? Comment ça se passe concrètement? Alors, comme le disait Jean-Marie, on a été tous formés à la théorie de l'attachement. Donc, potentiellement, on peut tous accueillir les familles, que ce soit la psychomotricienne, que ce soit les pédiatres, que ce soit moi en tant qu'ostéopathe. Donc, on a une première écoute. Soit les patients, les familles prennent rendez-vous avec un thérapeute en particulier. Ils peuvent prendre directement s'ils ont vraiment déjà fait un travail et puis ont besoin de plus de précision. Par contre, ce ne sont pas des cabinets secondaires. Tous les professionnels sont déjà installés à Aix-les-Bains ou dans les environs, et il n'y aura pas de suivi de fait
par les professionnels. Les pédiatres sont là, mais ne feront pas de vaccination, ne feront pas le suivi de croissance habituel. Par contre, si vous décidez, si vous avez besoin d'avoir une écoute un peu plus longue, d'avoir des réponses à des questions qui vous semblent pas accessibles dans d'autres lieux, parce que parfois on est dans nos cabinets libéraux, on est peut-être un peu plus pressé, on est voilà, et donc ça permet d'avoir ce genre de consultation. Après, on a aussi, du coup, je reviens sur ces accueils, ces permanences d'écoute. Là, c'est plutôt quand les familles ont pu voir déjà d'autres thérapeutes, ont pu avoir d'autres prises en charge, mais qu'elles sont vraiment perdues. Typiquement, aujourd'hui, on a eu une maman qui court de professionnel en professionnel, et là, on la sent tout à fait en burn-out parental, comme on entend beaucoup parler en ce moment. Et elle est vraiment venue, elle a ouvert la porte en disant là, il faut m'aider. Ma fille est prise en charge, il n'y a pas de souci. Mais moi, plus personne ne m'écoute et plus personne ne me prend en charge. Donc là, on va essayer de lui trouver une orientation, de trouver le bon thérapeute qui lui correspond, qui va permettre de poser déjà une première écoute. Et après, le but, c'est de réorienter vers d'autres professionnels, puisqu'il n'y aura pas de suivi au sein de la MDPF. Bien sûr, c'est uniquement un lieu d'écoute, et ce qui est déjà très très bien, voilà, de pousser la porte et d'avoir un professionnel en face de soi qui puisse écouter, puisqu'il y a des fois, c'est vrai qu'on se pose des questions, on est seul chez soi, ou même on a tendance à faire quoi? Et je pense plusieurs parents ont tendance à aller sur les réseaux sociaux, aller sur Internet, et cette désinformation devient toxique. Donc là, effectivement, d'aller sur un lieu physique avec des praticiens qualifiés, formés. Et ça, c'est important de se dire, voilà, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai quelqu'un de réel, de physique en face de moi, et qui est formé. Et ça, c'est vrai qu'avoir une personne à l'écoute dans ce cadre-là, c'est quand même un très très beau projet pour les familles. Et c'est pour ça aussi que Céline Mathieu et Jean-Marie se sont rapprochés d'Anne Reynaud, du docteur Reynaud, et qui, elle, a été vraiment novatrice dans ces lieux d'accueil, et qui nous aide aussi justement à créer ce lieu, parce qu'on aimerait aussi, comme je disais tout à l'heure, on entend un peu tout, c'est aussi de la surinformation, et des coachs en parentalité, des associations qui se montent. On a tous envie de le faire, quand on a eu des enfants et que ça s'est bien passé, on a un peu tous envie de donner nos conseils aux parents, parce qu'on se dit, si nous on a réussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas avec mon expérience. Eh ben non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Quand on est vraiment formé, quand on est vraiment, quand on voit ce que vivent les familles, et on est tous différents. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qui a dormi au bout de 10 jours qu'on peut dire qu'on a la recette magique, et que si on fait comme nous on a fait, tous les enfants vont dormir au bout de 10 jours. Donc ça n'existe pas. Et on aimerait justement aussi, c'est pour ça qu'on aimerait développer le pôle formation, pour pouvoir créer un vrai réseau et pouvoir réorienter les familles qui viennent un peu loin, et justement se dire, voilà, nous on peut pas vous prendre en charge, ce n'est pas notre but. Par contre, tel professionnel à tel endroit est formé, et pouvoir réorienter. Effectivement, tu réponds à ma question sur quelles sont vraiment les ambitions de développement de la maison, et c'est vrai que je pense que vous en avez, parce que c'est un projet qui va se développer, c'est une certitude. Et quels sont du coup ces projets d'ambition? Avant que Delphine prenne la parole, ou Élodie. Alors là, j'avais évoqué, il y a 2 autres axes qui sont bien identifiés. Nous, c'était la protection de l'enfance, les droits des familles, parce qu'en fait aussi, les gens, on s'aperçoit, ne connaissent pas, sont perdus, sont dans l'interrogation et ne savent pas où se tourner. Et puis, ce qu'on appelle le culturel de l'enfant, au travers du jeu, au travers des rencontres entre enfants, à travers je l'ai dit, des paroles, des ateliers. Voilà les 2 gros axes que nous avons à développer, puis des interventions collectives, mais ça, Élodie et Delphine vont le développer.
On vous laisse même pas. Merci. Je me Merci. lance. Merci Jean-Marie. Allez, c'est parti. Bon, les actions collectives, effectivement. Je crois que ça répond aussi à un besoin comme ça, de se retrouver ensemble, tranquille, discuter aussi. Parce que la maison de la parentalité, c'est ça. C'est une porte ouverte. Vous venez, vous êtes reçus en face à face, vous rencontrez des gens. Et j'ai envie de dire aussi en toute simplicité. On est vraiment sur de la prévention primaire. Et des fois, une petite rencontre, j'ai envie de dire, peut faire aussi des grands changements. Et donc, n'hésitez pas hésiter à venir nous voir. Alors, côté action collective, c'est vrai qu'on a cette envie de créer des espaces où on peut se retrouver entre parents, mais aussi des fois avec les enfants, ou les enfants seuls. Enfin, on va essayer de proposer plusieurs modèles, plusieurs espaces pour pouvoir aussi voir comment ça se présente. Après, vous pouvez aussi nous donner des idées. On peut aussi accepter des envies, des besoins. N'hésitez pas aussi à venir nous voir pour cela. C'est ça. Donc, c'est la question que j'allais poser, c'est comment les parents peuvent aussi contribuer du coup au développement du projet. Puis comment le parent peut participer aussi à ces nouveaux projets, à ce nouveau projet, avec peut-être des thématiques que le parent peut proposer. Tout à fait. Nous, dans ces permanences accueil, ce sont vraiment des rencontres entre professionnels et parents. C'est vrai, il faut voir ça sur un échange de situations, certes, mais aussi un échange d'idées. D'envie, de besoins. Et souvent dans ces espaces-là, on repère un besoin, par exemple, sur la question des écrans, là sur la question aussi de l'entrée à l'école, là aussi peut-être la place des grands-parents. En tout cas, on essaye souvent vraiment d'écouter, et de voir et puis de proposer, d'être assez mobile ou agile, j'ai envie de dire aussi dans notre pratique, pour pouvoir répondre au maximum aux besoins d'aujourd'hui. Et sur les axes aussi, c'est pareil, c'est le retour un peu d'expérience. C'est une petite expérience de quelques semaines, mais on a beaucoup de professionnels qui nous contactent pour savoir ce qu'on fait, parce que eux sont aussi dans le besoin. Et c'est une maison, on s'aperçoit qui va prendre soin de ceux qui prennent soin. Et ça, il y en a pas beaucoup en fait, mais moi, je suis pas assez spécialiste pour l'évaluer précisément, mais c'est les vibrations qui remontent et voilà, prendre soin de ceux qui prennent soin. Voilà, c'est aussi, ça va devenir, je pense, un axe important de cette maison de la parentalité. C'est un chouette projet. Et donc, c'est une prestation qui est gratuite pour les familles. C'est une question. Alors, il y a oui et non. La première, l'accueil téléphonique, bien sûr. Après, on a les permanences d'écoute comme aujourd'hui, Elodie et Delphine l'ont réalisé. On en a réalisé plusieurs. Et là, c'est gratuit pour les familles. D'accord. Donc, et après, il y a une orientation, il y a une proposition auprès des praticiens. Ouais, et là, bien ça ne sûr. sera pas gratuit, puisque après, c'est la famille qui choisit d'aller plus loin. C'est une orientation. C'est une orientation, mais je pense que Elodie et Delphine vont le développer, mais très souvent, mais l'avenir nous le dira, très souvent, une ou deux rencontres, ou même on parle de 4-5 séances. Alors, en individuel, ça va être plus court, ça va être une ou deux rencontres. Par contre, les actions collectives, on aimerait faire des actions collectives. Les études prouvent que en dessous de 4 rencontres, il n'y a pas d'investissement ni du professionnel ni des familles. Donc, on voudrait faire des actions collectives de 4 séances qui pourraient se finir sur une séance en individuel. Après, là, on est aussi, si on veut rester terre à terre, on est aussi dans la recherche des financements. Donc, ça va dépendre aussi. Du coup, on a la chance d'avoir la CAF et l'ARS qui vont certainement nous suivre, qui vont permettre de financer une grande partie. Mais il y aura certainement une petite participation quand même des familles. Des familles, bien sûr. Oui. Mais qui restera sur un ordre très raisonnable pour les actions collectives, puisque grâce aux subventions et puis aux aides même de la ville qui nous permet quand même déjà d'avoir les locaux, ça nous permet de réduire quand même le coût des actions collectives. Merci.
On va passer à notre petite interview de dernière partie d'émission. On a toujours l'habitude de faire une interview un peu up and down, c'est-à-dire un peu propre à vous par rapport à ce projet. Des petites questions de, par exemple, qu'est-ce que vous avez adoré dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a animé? Quelle a été, si vous avez quelque chose à retenir de ce projet, quelle serait cette chose? Jean-Marie, bien sûr. Moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a motivé et attaché, c'est les rencontres. Ce sont les rencontres parce que moi, j'étais élu, j'ai mon âge. Cependant, j'ai 8 petits-enfants autour de moi, 3 enfants, donc j'ai beaucoup de jeunesse. Donc, j'étais très sensibilisé à ça, mais c'est surtout les rencontres avec Élodie, Delphine et tous les praticiens, tous ces gens qui étaient très attirés, très attachés par ce projet d'aider les gens, d'aider la famille, d'aider la parentalité. Voilà, c'est surtout les rencontres et la motivation et l'intérêt que toutes ces personnes portaient à ce projet. Bien sûr. Et on ne pouvait pas ne pas suivre. Delphine? Oui, alors moi c'est l'aventure. Moi, je me souviens de cette petite annonce qui était passée pour recruter les praticiens et ça avait été tourné d'une telle manière où moi je me voyais aller, ça y est, partir dans une voiture collective, dans quelque chose de nouveau et c'est ça qui m'a vraiment plu. Élodie? Alors moi, un peu plus égoïstement, je vais dire, c'est enfin un lieu qui regroupe la psyché et le corporel. C'est vrai que nous, en tant qu'ostéo, on prône vraiment la globalité, la prise en charge globale. On entend nos patients. On ne peut pas traiter, comme je dis souvent, on ne peut pas traiter un parent sans connaître ses enfants et on ne peut pas traiter un enfant sans connaître ses parents. Et donc là, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est quand j'ai vu toutes les professionnels qui allaient être recrutés, je me suis dit enfin un travail vraiment global où on va pouvoir avoir une réponse vraiment globaliste et comprendre aussi bien le corps que la psyché. Et pour moi, c'était ma petite motivation. Super. Et si vous pouvez nous dire le truc un petit peu moins sympa, qu'est-ce qui vous a le plus rebuté dans ce projet, s'il y a une chose qui a été le plus compliquée? Alors si on garde le même tour de table, on va le garder. C'est pas rebuter, c'est ce qui était le plus compliqué à mon niveau, c'était d'expliquer ce qu'était le projet, parce que c'est un projet complètement innovant qui lie un peu le privé et le public. C'est un projet qui a fait peur, qui fait peut-être encore peur, où les gens se posent des questions. Quand je pense aux gens, c'est les investisseurs, les décideurs, le pouvoir politique, le pouvoir municipal. Voilà, c'était le plus compliqué parce que ce que je comprends, c'est pas facile à expliquer, mais j'ai un collègue, pour pas le citer, s'il nous écoute, d'ailleurs il est au bureau, c'est Pierre Bonjour, qui est quelqu'un de très investi dans le bureau et qui est dans le social. Et il dit, mais ton projet, il fait peur parce que c'est un projet c'est l'aventure, parce que les gens ne connaissent pas, c'est innovant, ça fait peur, le public privé, tout ça, tu bouscules un peu les habitudes, mais c'est pas du tout aventureux, parce que c'est connu cliniquement, c'est connu financièrement, c'est connu juridiquement. Voilà, donc je garde un peu cette formule, c'est une vraie aventure, mais c'est pas aventureux parce que on se jette pas d'un pont sans filet, quoi. Merci. Alors, pour moi, ça a été un petit peu cette attente en tant que praticienne. Moi, j'étais effectivement, je bouillais, j'avais envie que ça ouvre. Donc, c'est vrai que le projet s'est mis en place et on était au rendez-vous. Toute l'équipe était au rendez-vous pendant pratiquement 3 ans régulièrement, des journées entières. On a passé énormément de temps et cette passion, cette attente a été aussi très riche dans nos liens. Mais l'attente aussi a été un petit peu dure, donc vraiment ravie que ça soit ouvert aujourd'hui. Et pour finir, Élodie? Je vais pas dire plus que Delphine, moi c'était pareil, c'était la peur que ça se passe pas en fait. Et le plus dur, je crois, c'était quand on en parlait autour de nous et que les gens autour de nous décourageaient et ils nous disaient c'est trop long, maintenant ça se fera pas, et puis j'y crois pas, et puis voilà. Donc je crois que c'est plutôt les autres qui nous ont un petit peu découragés et puis qui nous ont fait trouver le temps long, alors qu'en fait
C'était On pas avait- si long que ça. C'était pas si long que ça administrativement. On sait que ça devait prendre du temps. Et puis on n'en serait pas là. On n'aurait pas tout ça si on n'avait pas mis ce temps-là finalement. Et je rappelle, on était vraiment au temps de la collectivité territoriale parce qu'on est la première ville de France en tant que collectivité territoriale à se lancer dans ce projet avec ce côté aventure et non aventureux. Donc il y avait le temps des conseils municipaux, des décisions, etc. Merci en tout cas Je à vous en tous les prie. trois Merci d'être beaucoup. venus. Merci. D'être Merci. venu bien évidemment parler de ce très beau projet à l'initiative de la mairie donc d'Aix-les-Bains, c'est la maison de la parentalité de la famille. Donc je rappelle bien évidemment que c'est un lieu d'accueil et d'écoute qui se trouve donc 6 rue des Prairies-Riant. N'hésitez pas à pousser les portes de cette belle maison et surtout d'aller sur le site internet www.mdpf-aix-les-bains.fr pour votre écoute. Il y a quand même une belle équipe. Merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Place au Possible sur Radio Grand Lac avec Julie Tout à sur fait. 92.1. Merci et belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.